L'événement toute cette semaine sur Public Sénat, c'est bien sûr le Salon de l'Agriculture, le 51e du nom. Bonjour à tous, bienvenue une fois encore dans cette plus grande ferme de France, comme l'on dit, une ferme qui comble en tout cas des milliers et des milliers de visiteurs qui sont actuellement extrêmement présents, extrêmement nombreux dans les allées de la porte de Versailles ici à Paris. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images. Dans quelques instants, eh bien, nous allons aborder un nouvel aspect de ce salon de l'agriculture. Nous allons revenir sur la sécurité alimentaire. Un an, presque jour pour jour après, vous le savez, les scandales alimentaires et sanitaires qui ont alimenté l'actualité. Mais je vous propose tout d'abord, dans un premier temps, d'écouter François Hollande, le président de la République qui inaugurait le salon, c'était samedi dernier. Il s'est arrêté sur le studio de Campagne TV, notre partenaire pour ce salon de l'agriculture, François Hollande, qui répond aux questions d'Olivier Allemand. On se retrouve évidemment tout de suite après. Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne TV. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Monsieur le Président de la République. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview qui est un peu notre cadeau d'anniversaire. La chaîne a 1 an aujourd'hui, donc c'était important en tout cas que ce soit une vitrine du territoire rural et des territoires et de cette vitalité. En tout cas, vous venez justement de finir une séquence sur l'importance de la formation des jeunes dans les filières agricoles. Alors justement, comment les motiver pour qu'ils se forment dans ces filières-là et qu'ils investissent dans leur exploitation? Il faut s'adresser d'abord à eux et à leurs parents et leur dire que les formations agricoles conduisent à toutes sortes de métiers, pas simplement l'agriculture, même si c'est l'agriculture qui va fédérer ces métiers, et qu'ils ont pratiquement toutes les conditions et donc toutes les chances, à travers cette formation, de trouver un débouché et donc un emploi. Alors quand il y a des familles qui s'interrogent, qui se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants, le premier message que je devrais leur communiquer, mettez vos enfants dans l'enseignement agricole parce que c'est pour eux une possibilité non seulement de trouver un emploi, mais de s'élever dans l'échelle des qualifications, puisque certains qui vont commencer comme apprentis peuvent terminer ingénieurs et donc avoir une réussite. La formation pour les agriculteurs, c'est aussi une formation qui va permettre l'installation. S'il n'y a pas de formation, il ne peut pas y avoir d'installation. Donc l'enjeu, il est également productif. C'est pour ça que je peux que féliciter ceux qui se dévouent pour la formation en agriculture. Et de créer de vrais futurs chefs d'entreprise demain, parce qu'il faut vraiment être entrepreneur pour être exploitant agricole aujourd'hui. Alors justement, dans un contexte, j'allais dire, économique qui est un petit peu compliqué, qu'est-ce que vous voulez dire aux agriculteurs pour qu'ils continuent à investir dans leurs exploitations? Quelle est ma responsabilité? Ce n'est pas simplement de sanctuariser un certain nombre de subventions ou d'aides. Je l'ai fait à travers la politique agricole commune qui a été préservée et qui même a permis d'avoir davantage pour la France et davantage pour les éleveurs. Non, ma responsabilité c'est de trouver le cadre qui va permettre aux agriculteurs de pouvoir investir, pour ceux qui sont déjà installés, et pour les jeunes de pouvoir faire le choix de travailler en agriculture. Et ce que je fais avec le gouvernement, et notamment le ministre Le Foll, c'est de définir ensemble avec la profession le cadre. Quelles seront les différentes attributions de subventions, quelles vont être les politiques d'investissement, quelle va être la fiscalité, quelle va être la simplification administrative indispensable si on veut qu'il y ait des investissements qui se fassent plus rapidement pour que celui ou celle qui est en agriculture puisse se dire je sais où je vais. Parce que quand il y a l'aléa climatique, l'aléa des prix, l'aléa des crédits, l'aléa de l'administration, comment faire pour garder confiance? Et l'importance de l'équilibre environnemental aussi, puisqu'il est au cœur de la politique et de la loi d'avenir que vous développez avec l'agroécologie, c'est important pour vous? Vous savez, on a longtemps opposé environnement, agriculture. Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est qu'avec la recherche, l'innovation, tout ce qui pourra améliorer l'environnement permettra de produire mieux et de produire plus. C'est ce que nous appelons l'agro-environnement. Et là aussi, démonstration a été faite que l'agriculture a une capacité de diversification considérable grâce aux nouvelles technologies. Faut-il encore qu'on les mette au service d'une conception du territoire qui permette de donner plus de sécurité encore
aux consommateurs plus de qualité et en même temps qui permettent de donner aussi plus de visibilité pour les agriculteurs. C'est l'idée du produire autrement, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de la chaîne et aller jusqu'au consommer autrement? Il faut éduquer à la consommation. C'est tout ce que fait le ministre Garot, par exemple, pour lutter contre le gaspillage, éduquer au goût. Mais il faut aussi éduquer au plan mondial. Il se trouve que l'agriculture est un domaine d'avenir. Pourquoi? Pas simplement en France et en Europe, mais parce que le monde va consommer davantage de produits agricoles. Alors, est-ce qu'on est capable d'être les meilleurs dans cette compétition? Je le pense. Avec la qualité, avec la quantité, il faut fournir ce qui est demandé, et en même temps avec les spécialités liées à chacune de nos productions. Donc on a vraiment un axe de développement qui est complètement différent de celui des États-Unis. Vous avez récemment été aux États-Unis justement, qui répond aux défis alimentaires, mais effectivement pas dans le schéma que vous venez de Oui, mais même les pays émergents, qui sont donc ceux où nous pouvons imaginer le plus d'échanges dans les années qui viennent, ils veulent ces consommateurs de ces pays de la qualité, pas envie d'avoir forcément de la viande aux hormones ou d'avoir des céréales OGM. Ils sont de plus en plus soucieux de ces conditions environnementales. Donc nous avons non seulement un modèle à préserver, mais un modèle à promouvoir, y compris pour vendre davantage et donc produire plus vers ces pays émergents. Dernière question, Monsieur le Président. Le Salon d'agriculture, c'est réellement la fête de tous les terroirs et de tous les territoires. Les Français y sont extrêmement attachés. Alors justement, vous, on sait que vous êtes originaire, en tout cas vous avez une affection particulière pour la Corrèze. Quelle est votre Madeleine de Proust corrézienne? Moi j'ai le souvenir toujours, et je peux retrouver ces moments dans des visites comme le Salon de l'agriculture, le souvenir des comices agricoles. Parce que d'abord c'est des moments de rencontre où les éleveurs font un travail considérable pour amener les bêtes, se lever très tôt, les emmener dans des camionnettes, les présenter, obtenir des prix, quelquefois contester les jurys. Et ce sont des moments que je n'oublierai jamais de ma vie, avec des repas qui durent très longtemps l'après-midi. Et quand je reviens dans des salons, je vois un certain nombre d'exposants de ces comices qui viennent de mon département, enfin de celui dont j'étais l'élu. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs de ma vie. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'était François Hollande sur le plateau de Campagne TV. Tout de suite, nous retrouvons nos invités. Nous sommes en direct sur Public Sénat. Il y a un an, je vous le disais, le monde agricole était secoué par plusieurs scandales alimentaires de grande ampleur qui ont déboussolé bien des consommateurs. Alors, où en est-on aujourd'hui dans cette sécurité alimentaire sur laquelle se penchent bien entendu les agriculteurs, les éleveurs, mais également l'État et l'Europe? Doit-on craindre aujourd'hui encore de nouvelles affaires de ce type? Pour répondre à ces quelques questions, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités sur ce plateau. François Patria, merci beaucoup d'être avec nous, sénateur de la Côte d'Or, président également de la région Bourgogne. Franck Bardet, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable de la filière animale chez Biocoop. Alors Biocoop, c'est un réseau de plus de 300, je crois, magasins qui vendent des produits biologiques. C'est ça, un réseau de 345 magasins qui répartis sur l'ensemble du territoire, qui vendent depuis 26 ans des produits bio. À vos côtés, Thomas Laurenceau, vous êtes rédacteur en chef à 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. On sait que votre revue est toujours très attentive à toutes ces questions de sécurité alimentaire. En face de vous, j'ai le plaisir de vous accueillir, Madame Virginie Rosière. Vous êtes tête de liste pour les futures européennes sur l'étiquette PRG, PS. Avec vous, on parlera d'Europe en la matière. Enfin, Dominique Langlois, vous présidez Interbev, c'est l'interprofession bétail et viande, c'est-à-dire que vous avez un œil vraiment très acéré sur tout ce qui se passe depuis le pré où sont élevés les animaux, les vaches, jusqu'au contenu, j'allais dire, du consommateur. Alors j'évoquais ces scandales sanitaires qui ont secoué et fait provoqué beaucoup d'émoi il y a un an à peine. Est-ce qu'aujourd'hui la situation en matière de sécurité alimentaire est meilleur aujourd'hui qu'il y a un an, Monsieur Langlois? Alors, bonjour d'abord. Tout d'abord, il faut rappeler que ce n'est pas une crise sanitaire. Au moins alimentaire. Nous étions dans une crise de fraude économique avec des opérateurs, la justice le dira, qui ont délibérément voulu tricher et tromper le consommateur. Donc ce n'était pas une crise sanitaire.
Cela dit, effectivement, vous l'avez souligné, l'interprofession que je préside représente la production jusqu'à la distribution en passant par le maillon industriel. Alors, après cette crise qui, effectivement, a quand même secoué énormément à la fois au niveau médiatique, parce que c'était en plein salon d'agriculture, donc une caisse de résonance importante, qui a aussi interpellé le consommateur, parce qu'effectivement, le consommateur a découvert qu'on pouvait lui vendre du cheval pour du bœuf. Nous ne sommes pas restés sans réponse. Et nous sommes mis au travail, et le travail, l'aboutissement, c'est la révélation aujourd'hui, la signature Viande de France. Voilà. Cela dit, la profession ne partait pas de rien. Il y avait déjà énormément de choses qui étaient mises en œuvre pour assurer cette sécurité alimentaire. Tout à fait. Il faut rappeler que pour la viande bovine, depuis 1996, date de la première crise de la vache folle, nous avons créé en France Viande bovine française, qui a été repris au niveau européen en 2002, que la viande porcine avait également créé son identifiant viande porcine française. Mais là, nous avons dû répondre à une question importante, c'était les produits transformés à base de viande, où effectivement l'obligation de mentionner l'origine n'existait pas. À 60 millions de consommateurs, est-ce qu'on a regardé avec attention, bien sûr, ces différentes crises? Est-ce que le consommateur, lui, a évolué après ces scandales alimentaires d'il y a un an? Est-ce que, par exemple, ses modes de consommation, son degré de confiance vis-à-vis du contenu de son assiette a changé? Oui, alors je pense qu'il faut bien insister sur cette idée, c'est qu'aujourd'hui, si dans la filière, il n'y avait pas de voyous, d'escrocs, tout irait bien parce que tout est très bien organisé. La sécurité est très bien organisée, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Le consommateur a eu, et depuis la vache folle, on sait qu'on est dans une espèce on a un problème de défiance vis-à-vis de l'industrie. Il n'est pas résolu et c'est pas seulement les travaux qu'on fait actuellement permettent de regagner un peu de confiance, mais on a un vrai problème systémique là pour regagner cette confiance. Paradoxalement, on voit que les consommateurs finalement n'ont pas beaucoup changé. Hein. Il y a eu un petit changement. Pendant quelques semaines, il y a eu une modification des achats. Puis finalement, les choses se sont restabilisées. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette crise, elle a au moins permis une chose, c'est de faire avancer certaines idées chez les consommateurs, et notamment cette idée que il était vraiment temps d'arrêter de dépenser moins pour sa nourriture. Ça fait 50 ans que la part consacrée à l'alimentation baisse. Et là, les gens, dans les sondages qu'on a pu faire, nous, l'année dernière, on a bien senti qu'ils voyaient bien que le plancher était atteint et que maintenant, il faut arrêter le moins-disant. Est-ce à dire que les Français mangent peut-être un peu moins de viande, un peu moins de plats préparés, ces fameux plats surgelés en particulier? Est-ce qu'il y a eu des modifications de consommation? Finalement assez légères, sauf effectivement sur les plats préparés, mais peu quand on voit les études. Mais vous savez, les comportements, ils évoluent moins vite que les consciences. Là, on sent, moi je suis convaincu que depuis un an, il y a des choses qui sont en train de bouger, que effectivement les gens ont compris qu'on ne pouvait pas aller plus bas. Maintenant, il va falloir du temps parce qu'il faut réapprendre. On a désappris à faire la cuisine, on a désappris des tas de choses et il faut réapprendre beaucoup de choses pour manger mieux, autrement, peut-être moins de viande, mais en la payant plus cher. Et est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on achète plus aujourd'hui de viande de cheval, paradoxalement, aujourd'hui qu'il y a un an? Alors, il y a surtout, oui, alors je sais pas, j'ai pas eu les derniers chiffres, peut-être que vous les avez, mais il y avait eu un effet, il y avait eu un effet paradoxal parce qu'effectivement, ce n'était pas un problème sanitaire. Ouais. Dominique Langlois, est-ce qu'on est sûr encore aujourd'hui qu'il n'y a plus ces fameux traders, ces intermédiaires opaques, un peu louches, du côté de Chypre ou dans d'autres pays qui n'opèrent plus sur ce terrain de l'alimentation et de la viande aujourd'hui? Je crois qu'il faut rappeler que d'abord le commerce international existe et que la viande, l'industrie de la viande, c'est beaucoup de PME qui n'ont pas de services internes d'importation et d'exportation, donc qui passent par des spécialistes qu'on appelle traders, mais qui sont des spécialistes du commerce international. Dans l'affaire que nous avions il y a un an, très clairement, ils faisaient partie du réseau qui ont participé à la fraude. Donc on ne peut pas généraliser une situation qui était une situation organisée pour tricher, pour frauder. Des industriels, certains industriels ont besoin de spécialistes de l'importation, de l'exportation. Ça ne veut pas dire que ce sont des tricheurs. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est le commerce normal d'acheter et de vendre et l'organisation d'une fraude pour tromper le consommateur et surtout faire un bénéfice financier sur le produit. Donc là-dessus, je crois qu'il faut vraiment faire la différence et surtout dire aux consommateurs que c'est pas parce que la viande est achetée par un spécialiste de l'achat, un trader comme vous l'appelez,
que la viande est mauvaise. Oui. Je vous propose une petite parenthèse dans cette émission, ça sera la première, il y en aura d'autres. On retrouve tout de suite Michael Zamès, il se trouve sur le stand de la Corrèze. Michael, que se passe-t-il en Corrèze? Eh bien, on va parler de votre débat. Je ne demanderai pas d'abord ce qu'il demande à Dominique, ce qu'il pense du président de la République, qui n'est pas passé vous voir, c'est bien ça, Dominique? Non, mais Cette année. il a beaucoup de travail en ce moment, je crois, et beaucoup de préoccupations. Ah oui, mais la Corrèze, c'est important. Non, on va parler sécurité alimentaire, Dominique, parce que vous vendez du foie gras, vous vendez des saucisses, on le voit sur ces images. La priorité des Français aujourd'hui, quand ils viennent vous voir, c'est aussi la sécurité alimentaire? Oui, c'est un petit peu... Aujourd'hui, les gens, ils veulent être rassurés de ce qu'ils mangent. Donc quand ils viennent, ils nous demandent l'origine, savoir si c'est bien français, si c'est fait dans des exploitations, si on connaît la traçabilité. Sur les champignons, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, les gens, ils veulent être rassurés du produit qu'ils auront dans leur assiette. Est-ce que vous sentez une crainte de la part des Français aujourd'hui sur la nourriture? Peut-être un peu moins que les autres années? Non, une crainte, je pense pas qu'il y ait de crainte sur la nourriture, mais je pense que les gens, ils veulent se rapprocher de petits transformateurs, de petits producteurs comme nous sommes. C'est important. Vous avez vu un petit peu les gens passer, ils goûtent volontiers, il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Ah oui. Voilà. En plus, nous, on fait des produits hyper spécifiques. On fait les fruits fourrés au foie gras, notamment la figue. On fait tous ces produits de terroir. Et là-dessus, ils goûtent volontiers. Il n'y a qu'à voir. Hein. Non, là, ça va. On sent qu'on est sur le bon créneau. On fait pas beaucoup, pas de volume. Mais du bon. La qualité. Voilà. Et oui, Pierre-Henri, parce que je vous conseille la figue fourrée au foie gras, c'est quelque chose. J'en doute pas une seule seconde, Michael. Merci beaucoup. Franck Bardet, vous gérez en tout cas tout l'aspect viande dans vos magasins bio. Vous êtes certain aujourd'hui de la qualité de la viande ou des produits préparés même que vous pouvez vendre chez vous? Il y a sous le vocable qualité beaucoup de choses que l'on peut mettre. Ce à quoi on travaille, c'est bien sûr la garantie d'origine, la garantie d'origine géographique, mais également la garantie de l'origine sociale du produit, c'est-à-dire qui est derrière ce produit, qui sont les éleveurs, dans quelles conditions ils travaillent, avec quels moyens, comment ils sont organisés, comment est organisée la filière d'approvisionnement, c'est-à-dire par où passent les produits. Quand on parle de traçabilité, hein, ça concerne bien les endroits par où le produit passe, et l'origine fait partie de ce concept-là, mais d'une façon un petit peu différente. C'est deux choses de parler de traçabilité. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Langlois, tout est très clair là-dessus, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années. On sait pertinemment par où passent les produits. Par contre, qu'est-ce que c'est exactement qu'il y a à l'intérieur? Ça, notamment, ça fait partie de mon travail, d'aller voir des éleveurs, d'aller voir des groupements de producteurs, des transformateurs, déjà pour une chose, c'est au moins assurer la garantie d'approvisionnement. C'est-à-dire, on a besoin de tant de produits, il faut prévoir en amont. Et ça, c'est tout le travail de l'amont, de cette recherche des produits, donc des animaux, des éleveurs. Pour l'élevage, l'agriculture, c'est des choses qui ne se font pas comme ça en 5 minutes. Donc, il faut prévoir pour les années futures, donc pour les mois suivants, planifier. Ce que nous faisons pour organiser ça, pour la garantie d'approvisionnement, c'est notamment de contractualiser, de s'engager aussi. Et c'est important quand les distributeurs s'engagent vis-à-vis de la production, de la transformation. Ça donne une lisibilité, ça permet de s'organiser. Et quand on est dans ce respect du travail de chacun, dans cette chaîne qui implique les savoir-faire, mais aussi le respect de chacun, ça permet de construire. Et ça permet, au travers de cette fidélité, d'installer une fiabilité, garantie de qualité, la recherche de tout le monde pour améliorer, pour faire et pour améliorer cette qualité. Et aussi, sur l'aspect économique, pour éviter justement d'avoir au milieu de ces filières-là des gens qui profitent des systèmes uniquement pour faire de l'argent à court terme. Quand on est installé sur de long terme, quand on a des relations fiables, permanentes, oui, eh bien, ça permet d'instaurer en amont tout ce qui va être du domaine de la qualité que le consommateur ensuite va pouvoir profiter pleinement. François Patria, en Bourgogne, il y a des éleveurs, bien entendu. Est-ce que vous connaissez, vous les rencontrez tout à fait régulièrement? Ils sont attentifs, ça fait partie de leurs préoccupations premières, ces problèmes de sécurité alimentaire, de qualité des aliments et des produits qu'ils vont ensuite fournir aux distributeurs et aux transformateurs? Je crois que la façon dont, à la fois aujourd'hui, la France impose un certain nombre de normes, où avec la profession, toutes les filières réunies de la filière viande, il y a aujourd'hui un produit France, c'est un nouveau pas en avant. Je n'aimerais pas quand même laisser peser sur la filière alimentaire une suspicion permanente. Il faut savoir qu'on mange beaucoup plus sûr aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. La preuve en est d'abord, c'est qu'on vit
déjà plus vieux, qu'on vit mieux, qu'on vieillit mieux. Donc avant de parler des accros alimentaires qui peuvent survenir, parlons déjà des efforts qui sont faits. Les consommateurs ont raison d'être vigilants. Ils doivent être exigeants. Mais nous vivons dans un pays où tout le monde veut bien prendre des risques mortels en sautant à l'élastique, en faisant de l'avion, d'hélicoptère, du parachute, du parapente, mais jamais en mangeant et jamais à l'hôpital. On ne doit pas mourir ni à l'hôpital, ni mourir en mangeant. Ça fait partie des paradoxes français. Et pourtant, à côté, est-ce que, à la fois, les professionnels, qu'ils soient producteurs ou transformateurs, est-ce que les pouvoirs publics ont faibli ou est-ce qu'ils ont manqué? Vous me posez la question pour les agriculteurs de Bourgogne, les éleveurs. De surcroît, j'ai été vétérinaire et ministre de la Consommation pendant l'ESB. Et croyez-moi qu'à l'époque, ça a coûté 15 milliards de francs à la France pour, en fin de compte, combien de morts? On a bien fait d'arrêter le temps, mais on l'a fait. Donc les éleveurs sont très exigeants. Ils sont fiers de leurs produits. D'un côté, ils ont un rôle environnemental et ils l'assument avec le mode d'élevage extensif que nous connaissons. En France, c'est le seul pays d'Europe où il y a autant d'élevage extensif, dont autant sécurisé. Donc, quand on mange du bœuf en France, le plus souvent, on mange du bœuf bio. Est-ce que vous constatez dans votre région, comme vous le disiez, monsieur, ce rapprochement qui se fait de plus en plus entre l'agriculteur, l'éleveur et le consommateur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un petit peu les filières courtes? Ah oui, alors ça c'est autre chose. Bien sûr. Je suis très fier que la Bourgogne aujourd'hui ait mis une application sur les téléphones avec les filières courtes. Elle l'a fait aujourd'hui. Oui. Elle l'a fait. Comme ça, il va y avoir une extension de la vente de proximité avec de la géolocalisation pour accommoder la zone. Oui, il y a une demande de circuit court. Mais pour la filière, il faut avoir que 80 à 90% de la filière, elle vend sur les marchés classiques. Elle vend sur les marchés classiques. Alors je crois que les éleveurs sont aussi exigeants. Ils aimeraient bien être défendus à travers une traçabilité accrue. Je pense en particulier, quand la France demande, vous l'avez dit, que l'origine tracée des plats cuisinés soit faite, on veut défendre par là même ce que la France fait que les autres pays ne font pas. Je crois que nous faisons plus et mieux que d'autres, et c'est bien ces efforts que les éleveurs voudraient aujourd'hui voir préservés. Et c'est Dominique Langlois qui va réagir. Je voudrais rebondir sur ce que dit M. Patria. Je partage totalement l'initiative que nous avons prise d'avoir la signature Viande de France. C'est une première étape. Viande de France, c'est le logo, le petit badge que vous avez à la boutonnière. Viande de France, donc pour toutes les viandes françaises. C'est une première étape. La deuxième étape, et nous avons la chance d'avoir une candidate aux élections européennes, la deuxième étape, c'est que ce soit repris au niveau de la Commission européenne. Oui. Et il est totalement anormal que la Commission, sur la base d'un rapport qui est totalement erroné, ait refusé de prendre une décision de ce sens. Le Parlement européen a rappelé à l'ordre de la Commission en lui demandant de revoir sa copie, et nous espérons bien, dans les semaines et les mois qui viennent, pouvoir aboutir, pour, comme nous l'avons fait pour la viande bovine française, que l'origine des viandes produites en Europe soit tracée, née, élevée, abattue, transformée. Ce n'est pas imposer le pays d'origine, manger que du français, mais laisser le choix aux consommateurs de choisir la viande qu'ils consomment. Alors, revenons sur ce logo Viande de France. Il garantit quoi exactement aux consommateurs? Alors, il garantit d'abord l'origine, née, élevée, abattue, transformée. Et on va au-delà, puisque la volonté de cette signature, c'est aussi de mettre en avant, M. Patria l'a rappelé, et vous l'avez rappelé également, le travail des éleveurs sur le bien-être animal, sur le respect de règles environnementales très strictes, sur toute la chaîne sanitaire qui est, en France, l'une des plus drastiques en Europe et au monde, et puis également un volet très important qui est le volet social. En France, nous n'avons pas de salariés qui gagnent moins de 600 €, comme en Allemagne. Nous avons des salaires minimums en France, donc de valoriser également ce volet qui est très important, qui est le volet social, puisque la filière représente plusieurs centaines de milliers d'emplois. Cela dit, ce logo n'a pas de valeur contraignante, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire plus ou mieux des choses pour l'obtenir. Alors, comme je viens de vous le dire, nous sommes dans une démarche volontaire, puisque c'est une démarche franco-française. On peut quand même souligner que la loi sur la consommation qui est votée au Parlement, et grâce à l'amendement qui avait été déposé par le sénateur Fauconnier, la mention d'origine est inscrite dans la loi sur la consommation, sous réserve effectivement qu'il y ait une exception au niveau européen. Donc nous, notre combat maintenant, nous l'avons réalisé au niveau français, il va se poursuivre au niveau européen. Vous avez envie de porter, madame, ce dossier lorsque vous serez peut-être députée européenne auprès du Parlement et de la Commission de Bruxelles? Ouais, effectivement, pour les trois régions
sur lesquels je me présente, la question de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier est une question essentielle. On a aussi, on l'a vu, une demande forte des consommateurs de mieux connaître, mieux savoir ce qu'ils mangent. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que, alors qu'on a eu une crise qui est une crise de confiance des consommateurs, une demande des consommateurs, un appel de la part des professionnels, de certains professionnels, en tout cas les professionnels français, de certains États membres, de voir que la Commission, face à cette demande-là, produit un rapport et des recommandations qui ne répondent pas à cette demande-là. On voit bien toute l'importance et tout le rôle du Parlement sur ce sujet-là, qui, lui, est une réelle instance politique qui prend en considération les demandes des citoyens, les porte et a enjoint à la Commission de revoir sa copie. Donc, c'est bien la preuve, quelque part, qu'il est important d'envoyer au Parlement des représentants qui sont vigilants et qui sont attentifs aux préoccupations à la fois des consommateurs et puis des professionnels. Alors on va reparler de l'Europe avec vous en particulier dans quelques instants, mais je vous propose tout de suite d'écouter Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. On parlait de production de viande française, grâce en particulier à ce logo Viande de France. On écoute le ministre qui signait, vous le voyez ce matin, avec Stéphane Le Foll, son collègue à l'agriculture, un protocole autour de la trufficulture que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, entend bien promouvoir jusqu'à l'horizon 2017. Et c'est dans ce cadre que Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, eh bien, a livré à Michaël Zamès sa vision de l'agriculture made in France. On l'écoute, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, la truffe française, ça fait partie aussi du Made in France et ce qu'on appelle l'excellence française. Vous savez, ici, c'est quand même le salon 100% Made in France. J'invite tous les Français à venir, car ils vont découvrir avec fierté à quel point nous avons une excellence dans nos terroirs. Et ces produits-là se transforment et sont la nourriture des Français. Les marques distributeurs chez les grands épiciers des temps modernes, qui est les supermarchés, les hypermarchés, c'est 90 à 95% Made in France, parce que c'est transformé en France à partir des productions françaises. Donc nous avons une filière très solide qui a connu quelques difficultés dans certains secteurs, mais qui se porte à l'exportation et surtout qui travaille à l'innovation. C'est-à-dire inventer de nouveaux produits en fonction du goût des consommateurs. Et pourtant, il y a une crainte visiblement qu'elles viennent d'autres pays, sans les citer, peut-être la Chine, les États-Unis. Oui, mais en matière de goût, de sécurité sanitaire, c'est-à-dire de confiance qu'on peut accorder à un produit qu'on consomme, les Français sont très exigeants. Tous les pays, y compris les Chinois. Les Chinois ont aujourd'hui un problème de défiance vis-à-vis de la nourriture qu'ils produisent en raison des problèmes de pollution. Et ils demandent aux supermarchés français d'apporter la preuve que c'est bien français. Vous voyez, on en est. Donc nous avons une capacité, grâce à notre travail sur la qualité, d'exportation considérable. Donc soyons fiers de ça et poussons nos avantages. Nous en avons dans le monde. Il est temps pour les entreprises françaises aussi, vis-à-vis de la concurrence européenne notamment. Il faut aider nos entreprises françaises. Nous avons construit une banque publique qui est faite pour se substituer aux banques privées totalement défaillantes et qui aujourd'hui accompagne, soutient les entreprises françaises à l'exportation. La BPI affiche 40% d'augmentation des soutiens à l'investissement pour toutes les PME françaises. Ce sont des banques qui prennent des décisions sur le terrain, près des PME. Donc nous, notre politique, c'est de soutenir les PME, et c'est un point très important. Donc nous espérons qu'au bout de quelques mois, années, on va voir tout ce travail porter ses fruits. Merci Arnaud Montebourg et bonne visite au Salon de l'Agriculture. À tout à l'heure, Pierre-Henri. Oui, Michaël, et vous avez marqué, Arnaud Montebourg, il porte le même logo que M. Langlois. Ce logo Viande de France, censé promouvoir cette viande d'origine française dans l'ensemble de sa distribution. On a l'impression, quand on vous entend parler, que tout va bien, qu'on baigne dans un monde idéal en matière de sécurité alimentaire et de contrôle. Il se trouve quand même que la Cour des comptes, il y a très peu de temps, c'était au début de l'année, a sorti un rapport qui dénonce, je cite, la Cour des comptes, des anomalies graves en matière de contrôle. Et j'allais dire, lorsqu'on le lit, on s'aperçoit que tout le monde en prend pour son grade, que ce soit les éleveurs, les contrôleurs, l'État, voire même l'Europe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore, vis-à-vis de ces différents acteurs, à balayer pas mal devant sa porte ?
Oui, le problème qui est posé, c'est celui des contrôles, effectivement. Parce qu'on a vu, à partir du moment où les opérateurs sont de bonne foi, ça marche bien. Hein, les textes existent, voilà. Les règlements existent. Et franchement, c'est très bien organisé. Malheureusement, il y a des fraudeurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que les moyens pour les contrôles vont diminuant. Et c'est ce que pointe le rapport de la Cour des comptes aussi. Et malheureusement, ça, on ne peut pas lutter contre aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture se félicite qu'on ait nommé deux agents supplémentaires pour la brigade contre la lutte contre les fraudes organisées. Mais pendant le même temps, il y a 500 inspecteurs vétérinaires qui ont disparu en 5 ans. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, il faut faire attention à ça. On veut promouvoir l'autocontrôle. Il faut faire attention, l'autocontrôle a ses limites aussi. On l'a vu par exemple, la Coperle, qui est quand même le plus gros producteur de porc français, nous dit on ne savait pas très bien quelle était la réglementation sur les salmonelles. Moi, ça me fait peur quand même. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là. On a besoin de contrôle. Alors, rappelons qui organise les contrôles aujourd'hui en France. C'est la Direction générale de l'alimentation, c'est-à-dire l'État. Voilà. Alors, il y a des contrôles menés au niveau vétérinaire qui sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Oui. Et ensuite, sur les produits, c'est la direction des fraudes qui a fait un gros travail l'année dernière, malheureusement. Et ça fait partie des choses qui sont un peu en trompe-l'œil aujourd'hui. C'est qu'on voit le bilan de la DGCCRF, ils ont effectivement beaucoup travaillé. Ça a donné 35 procès-verbaux, c'est pas beaucoup, mais en même temps, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont eu peur. On l'a vu dans nos tests cette année, les gens ont fait attention. Malheureusement, il n'y a rien qui nous dit que les moyens qui ont été consacrés cette année au contrôle alimentaire vont être reportés l'année prochaine. Et ça, c'est difficile parce que s'il n'y a pas ces contrôles, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, surtout avec ce système où on est vraiment dans des... vous voyez, les lasagnes au cheval, c'était quand même 4,5 millions de produits. Donc on est sur des grosses quantités. C'est ça la difficulté. Et qu'il faut arriver à bien contrôler ça. Monsieur Langlois, les contrôles ont diminué de 17% entre 2009 et 2012. Il y a eu également des pertes d'emplois au niveau de la Direction générale de l'alimentation. Aujourd'hui, vous nous confirmez bien que tous les producteurs ne sont pas contrôlés, loin de là aujourd'hui. Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Le rapport de la Cour des comptes cite l'ensemble des établissements soumis potentiellement à contrôle, dont les restaurants. C'est pour ça qu'on parle de 400 000 établissements qui pourraient être contrôlés. Il est évident qu'on ne peut pas avoir un contrôleur dans tous les restaurants tous les jours. Donc il faut aussi relativiser. Deuxième remarque, la Cour des comptes, d'un côté, ne peut pas demander une maîtrise du budget de l'État et de l'autre côté, reprocher qu'effectivement, il y a une volonté aussi de responsabiliser les opérateurs. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'un industriel se doit d'avoir son propre système de contrôle qualité, c'est une obligation européenne, un terme un peu barbare qui s'appelle HACCP, mais qui est le socle de contrôle que doivent faire les entreprises, que les entreprises sont également en capacité de faire des audits de leurs fournisseurs, et qu'également les entreprises, pour vendre à des clients, à des distributeurs, sont la plupart certifiées. Donc là-dessus, je crois qu'il faut bien faire la part des choses entre les contrôles officiels de l'État et les contrôles, les autocontrôles des entreprises. Par ailleurs, effectivement, le point de faiblesse qui a été relevé par la crise il y a un an, c'est le fait qu'effectivement, l'obligation de la mention d'origine n'existait que sur la viande vendue à l'état brut. Aujourd'hui, la signature viande française, c'est né, élevé, abattu, transformé. Ça veut dire concrètement qu'un fabricant de lasagne, aujourd'hui, qui voudra poser viande d'origine française, devra être en capacité de prouver à l'administration, s'il y a contrôle, ou à ses clients, qu'effectivement, il s'approvisionne bien en viande née, élevée, abattue, transformée en France. Donc d'avoir un système de traçabilité et d'avoir fait les contrôles nécessaires pour le vérifier. François Patria, le Sénat a travaillé dans le cadre d'une mission d'information sur les crises alimentaires et avait déjà pointé du doigt ces contrôles mal faits ou inopinés ou en tout cas faibles dans leur ampleur. Mais je reviens à ce qu'a dit M. Langlois, qui est juste. D'un côté, la Cour des comptes dit l'État est trop lourd, l'État est trop cher, il faut que l'État s'allège. Et il y a eu une RGPP pendant 5 ans, dont j'avais demandé le gel au Sénat d'ailleurs, une RGPP qui s'est traduite par des pertes d'emplois. Et tous les agents de la DGCCRF vous disent aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure d'assumer nos missions faute de moyens humains, donc redonnez-nous les moyens. Ça veut dire qu'au moment où il faut alléger la fonction publique,
tout le monde est plus exigeant. Ça fait aussi partie de ces paradoxes. Et la Cour des comptes en la matière, dont je salue les rapports le plus souvent, là, devrait s'interroger sur ces contradictions. Le Sénat, dans le cas de la loi sur la consommation, elle a répondu un petit peu aux affirmations qui ont été faites. En premier lieu, d'abord, c'est vrai que tout n'est pas idyllique, contrairement à ce que vous avez dit, mais moi je dis que malgré tout, tout va mieux. J'ai connu l'époque des fermes avec les antibiothérapies, où il n'y avait pas d'ordonnance chez les vétérinaires, où il n'y avait pas de suivi sanitaire, où il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de traçabilité. Je vois aujourd'hui le chemin qui a été parcouru. Dans son rapport, le Sénat a dit on peut encore faire mieux, on peut encore contrôler plus. Alors, ce qui fait bouger les choses, c'est que nous avons durci maintenant les sanctions. Et que ceux qui font de l'autocontrôle, mais qui savent qu'ils fraudent délibérément, ils savent qu'ils s'exposent à des peines plus lourdes, qu'elles soient à la fois financières et pénales. Et ça, c'est de nature à les faire réfléchir. Je crois qu'il y a eu l'exemplarité autour de la filière des lasagnes ou de la filière du Sud-Ouest qui s'est arrivée. Je pense que les menaces qui pèsent aujourd'hui en termes de répression sont de nature, non pas à compenser le manque de moyens de contrôle, mais c'est vrai que dans la restauration, on dit 400 000 restaurants, comment voulez-vous les contrôler aujourd'hui? Je pense que là, il y a encore du travail à faire, de l'autocontrôle à faire aussi. Vous évoquez les RGPP à l'instant, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'État a suffisamment les moyens pour contrôler ce qui doit être contrôlé en matière alimentaire? Non, les choses sont claires, non. L'époque n'est pas aujourd'hui. Si l'État, cette année, va en faire. On va réembaucher 15 personnes. Je crois que l'État a prévu, à l'issue de notre rapport, de réembaucher 15 personnes. Alors, ce qu'on fait, c'est des contrôles aléatoires. C'est aussi nouveau, ce qu'on ne faisait pas avant. Maintenant, contrôle aléatoire, et je crois que sur 200 contrôles aléatoires, il y a eu 17. 17 fraudes, c'est beaucoup. Ça fait presque du 10%. Ça veut dire qu'il faut les multiplier. Et les contrôles aléatoires, c'est plus facile à faire avec moins de personnel. Allez, nouvelle parenthèse dans cette émission avec Bella. Bella, c'est un petit peu la star de ce salon de l'agriculture. Bella, c'est une vache, elle vient de Savoie et elle va parler, elle va dialoguer, si je puis dire, avec Michael, qui est entouré de bien des enfants qui viennent admirer Bella. Michael. Oui, bien sûr, c'est la star, Bella. Vous pouvez la voir ici. Elle se repose. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde vient la voir. Et notamment Yanis et Kevin. Kevin, ils viennent de la région parisienne, de la Courneuve très précisément. Alors, ce salon de l'agriculture et Bella, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bien. Elle te plaît, Bella? Ouais, elle est belle. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Bella? Tu la trouves comment? Je sais pas, je la connais pas. Tu la connais pas? T'as regardé son poids tout à l'heure, ça t'a étonné, non? C'est rien, ça. Je suis plus lourd qu'elle. Non. Là, tu as vu beaucoup plus lourd qu'elle. Ouais, voilà, ouais. Bon, il paraît que toi, tu aimes beaucoup le fromage. Tu as pu goûter un petit peu au salon de l'agriculture. Quel est le fromage que tu as préféré? Le Cantal. Et toi, tu as goûté les fromages aussi? Je m'intéresse pas au fromage. Mais t'es quand même, tu t'intéresses aux animaux, alors tu as vu quoi? Des chiens. Des staffs. Des chiens, et après, tu avais envie de... Tu m'as dit où elles sont, les poules? Les poules? Je sais pas, là-bas, vous m'avez dit. Voilà, tu vas aller voir les poules. Qu'est-ce que vous intéressez de temps en temps? Est-ce que vous mangez ce qu'il y a dans votre assiette? Les provenances, quand on dit d'où ça vient? Moi, je sais tout. Hein. L'essentiel, c'est de manger. Bah, bonne visite au salon de l'agriculture, les enfants. C'est la période des vacances scolaires, c'est mercredi, il y a beaucoup de monde. Et Pierre-Henri, tout le monde vient voir Bella, qui se repose encore une fois. Elle se repose parce que j'ai entendu dire ce matin qu'elle était un peu stressée à cause du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans les allées du salon de l'agriculture. En tout cas, bonne fin de salon pour Bella, la star de ce 51e salon de l'agriculture. Thomas Laurenceau, on va parler d'étiquetage. Il y a eu énormément de progrès de fait en matière d'étiquetage, ne serait-ce que par la profession de la filière viande. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire en la matière? Je parle de la France. On parlera de l'Europe tout à l'heure. Oui, alors il y a déjà le problème qui a été posé, c'est que la loi sur la consommation impose d'afficher l'origine de la viande dans les plats préparés et que aujourd'hui l'Europe ne l'autorise pas. Mais, alors il y a effectivement énormément de choses qui ont été faites en matière d'étiquetage. Ça devient même compliqué de lire une difficulté étiquette aujourd'hui, voilà, c'est ça, oui. c'est que un paradoxe de plus, parce qu'il y en a d'autres des paradoxes, c'est que les gens demandent, il y a des enquêtes de l'association CLCV par exemple qui ont été faites autour de ça, ils demandent qu'il y ait le plus d'informations possible au niveau nutritionnel, au niveau de l'origine des aliments. Je pense que la transparence, c'est quelque chose de tout à fait fondamental aujourd'hui, mais en même temps, il y en a tellement qui ne savent plus les comprendre. Et là, on a vraiment une difficulté. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut résoudre collectivement, c'est-à-dire les producteurs, les distributeurs et les consommateurs.
comment faire pour que ces informations, que l'Europe d'ailleurs va rendre obligatoires, encore plus nombreuses d'ici un an à peu près, comment faire pour que ça ne perturbe pas les gens? Parce qu'ensuite on a des plats sur lesquels, des boîtes sur lesquelles on a énormément de choses, mais on ne sait plus les lire. Et c'est difficile. Donc de ce point de vue-là, les signes de qualité, les identifications, les labels de provenance, les labels rouges, tout ça, ce sont des bonnes choses parce que à partir du moment où ils sont crédibles, et donc il faut sécuriser un certain nombre de signes de qualité et faire la chasse aux autres faux signes de qualité, parce que aussi il y a un certain nombre de gens du marketing qui ont bien compris ça. Puisque je ne lis plus l'étiquetage nutritionnel, je vais lire les trois petits tampons qui ont été rajoutés par le marchand et qui ne veulent rien dire. Donc battons-nous ensemble pour que quelques signes de qualité émergent, soient très forts, et ensuite travaillons sur une information plus accessible. Franck Bardet, dans vos magasins bio qui vendent de la viande bio, vous avez réfléchi bien entendu à cette lisibilité de l'étiquetage des étiquettes. Oui, déjà, c'est vrai que par rapport à ce que monsieur vient de dire, nous, on a en plus l'origine bio, qui se rajoute à tous ces aspects qualité, nutrition et ainsi de suite. C'est clair qu'on a depuis longtemps ce souci de toute façon de l'origine au travers des produits bio, parce que déjà, il faut expliquer ce que c'est. Et le mieux, c'est quand on peut dire d'où ça vient, ça permet aussi aux gens de mieux identifier. On n'a pas attendu, effectivement, aussi que les problèmes arrivent. On travaille, c'est pour ça tout à l'heure quand vous disiez que tout va bien, parce que quand on est interrogé sur ce genre de choses, on a tendance à dire déjà ce qui est en place. Alors c'est vrai qu'au travers de notre discours, on peut penser que tout va bien. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est dans le petit spot tout à l'heure avec les enfants le montre bien. On est dans un climat d'image, de médias. Donc il faut aller très vite, il faut dire des choses très rapidement, les montrer le plus possible. Et à un moment donné, il y a un peu un zapping aussi qui se fait. Donc il faut être très clair, très précis. À tel point que le travail, par exemple, que nous faisons au niveau de Biocoop, c'est de pouvoir être encore plus clair déjà au niveau de l'étiquette sur ses origines, mais c'est aussi au travers d'un message global, comme M. Langlois le dit pour la viande de France, un message global avec un message commun. Si on est vraiment très nombreux à travailler dans le même sens, on clarifie les choses. On densifie le message, on le fait comprendre de plus en plus, et par contre, il faut qu'il soit diffusé aussi clairement et aussi massivement. Il faut aussi quand même que de la part des consommateurs, comme monsieur le dit, il faut qu'il y ait quand même une volonté d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, d'aller un petit peu chercher. Moi, je suis toujours un petit peu étonné de personnes qui ont sur eux ou dans leur environnement proche des choses très compliquées. Je ne veux pas m'étaler là-dessus ni faire le ringard, mais et là-dessus, ils sont très pointus. Ils ont recherché dans des notices et tout ça des choses très pointues. Et malheureusement, pour l'alimentation, ils le sont beaucoup moins. Alors, c'est vrai que c'est aussi notre rôle en tant que distributeur, et dans le bio, on le sait bien, parce que les gens qui viennent au bio sont aussi peut-être un peu plus à interpeller par rapport à l'alimentation, les personnes qui leur vendent des produits. Alors des questions, on en a, des questions consommateurs, on en a. On a beaucoup de gens qui sont là aussi pour les répondre. Moi, un des premiers mes métiers, c'est de chercher des argumentaires sur le terrain, justement pour préparer les réponses. Parce que on est toujours très inquiet quand il y a des reportages à la télé, oui. Parce que le lendemain, on se dit, oh là là, on va avoir beaucoup de questions. Virginie Rosière, je rappelle que vous lancez dans la course pour les européennes dans quelques semaines. Comment vous expliquez que l'Europe renacle toujours à élaborer, à imposer des étiquettes précises en matière de plats préparés, par exemple, qui étaient à l'origine des scandales de l'année dernière? Il y a, je pense, aujourd'hui dans les orientations de l'Europe, avec la ligne politique et la majorité qui est la sienne, une volonté de privilégier on va dire les grandes puissances industrielles et d'être dans un marché le plus ouvert possible, ce qui en soi n'est pas nécessairement une difficulté, mais quand on a une demande des consommateurs, justement, d'information des consommateurs, de transparence, il paraît légitime d'y répondre. On a cette demande d'une meilleure information, de mieux savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Et pour autant, il ne s'agit pas, comme le disait monsieur Langlois, d'être dans une logique d'imposer telle ou telle origine, mais bien d'éclairer le choix du consommateur. Cette demande, elle est tout à fait légitime. Et il n'est pas vraiment compréhensible que la Commission se refuse à y répondre. Et heureusement que le Parlement est là pour relayer ces demandes-là et faire en sorte que demain,
on l'espère, y compris dans les plats préparés, puisque c'est là où le bas blesse, les consommateurs puissent faire un choix éclairé. Je pense que si on va dans cette voie-là, on a aussi un gage encore d'amélioration de la qualité et de la transparence dans toute la filière. On voit bien. La Commission européenne dit que c'est trop cher. Est-ce que vous pensez que c'est un argument recevable, ça, aujourd'hui ? Aujourd'hui, la traçabilité se fait sur toute la viande brute, sans pour autant que ça ait déséquilibré la filière. Après, on en a eu l'occasion d'en discuter avec M. Langlois. Aujourd'hui, c'est en place sur la viande brute, ça fonctionne bien, sans que ça occasionne des surcoûts très importants. L'industrie agroalimentaire, je pense, aujourd'hui, qui transforme les produits, a les moyens de prendre en charge ce qui relève, après tout, d'une information du consommateur. Comme on l'a dit, l'Europe impose déjà un certain nombre d'informations en termes de qualité nutritionnelle. L'information sur l'origine des produits s'inscrit dans la même logique et, a priori, ne devrait pas entraîner de surcoûts insurmontables. François Patria, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'Europe qui, on vient de le voir, reste frileuse sur certains dossiers pour améliorer encore cette sécurité alimentaire? Le commissaire Ciolos est là aujourd'hui. Ah, il était là aujourd'hui au salon, je l'ai croisé, il a rencontré tous les éléments de la filière. Je pense que le vrai danger aujourd'hui, sur lequel les consommateurs doivent s'interroger, c'est l'ouverture des marchés, l'ouverture tous azimuts, avec des accords multilatéraux qui mettent en danger tous les efforts que nous avons accomplis. Regardez aujourd'hui avec le Canada, importation de viande, demain avec les États-Unis, après-demain avec les pays du Mercosur. Et on voit bien que ces pays qui parfois, eux, font du protectionnisme à l'égard de nos sulfites dans le vin, à l'égard du foie gras, à l'égard des fromages, avec le lait cru, eux sont prêts, au nom du libéralisme, à nous imposer à manger des carcasses qui sont lavées, à manger des viandes qui sont hormonées, à ne pas avoir la sécurité sur les antibiotiques, à avoir demain des OGM dont tous les transformateurs en France ne mettent pas la présence alors qu'ils existent. Donc, ce que je crois, et je me tourne vers ma collègue qui sera demain députée européenne, j'en suis sûr, eh bien, il faut que l'Europe fixe un cadre global. Un cadre global. Et qu'elle fasse non pas du multilatéralisme, mais du bilatéralisme avec chaque pays et qu'elle impose des exigences que nous imposons nous-mêmes. Je pense, vous l'avez dit, notamment à la protection de nos appellations d'origine. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre les noms de domaines partout. Voilà encore une fraude à la consommation. Donc, il faut un cadre. Et c'est à l'Europe aujourd'hui, c'est vrai, de ne pas céder tous les jours à la pression des industriels, mais de céder aussi parfois à l'exigence consumériste. Je vous propose qu'on poursuive ce débat dans quelques instants, mais tout de suite on va retrouver Caroline Deschamps à propos des habitudes de consommation qui peuvent changer au fil du temps, au fil des scandales peut-être. Caroline est en compagnie d'une famille quelque part, je la vois cette famille dans les allées du Salon de l'Agriculture, Caroline. Oui, Pierre-Henri, une famille qui vient de la région centre pour visiter le salon. Bonjour, est-ce que vous consommez de la viande? Oui. Et des plats cuisinés? Pas du tout, jamais. C'est bien vrai ça? À vrai dire, tout ce qui est plat cuisiné de grande surface, on peut dire jamais, mais comment dire, cela ne nous empêche pas pour la petite d'aller manger certains plats cuisinés comme à McDonald's ou... Donc le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes ou les raviolis, ça n'a pas changé vos comportements alimentaires, vous? On n'en achète pas. Donc vous savez exactement ce que vous mangez? Non, on ne sait pas toujours ce qu'on mange exactement, parce qu'à vrai dire, même en faisant nos courses de tous les jours, on ne regarde pas spécialement tous les ingrédients qu'il y a dans tous les produits, sinon on y passerait la journée. Vous pensez qu'il faudrait davantage informer les consommateurs ou le consommateur est suffisamment informé en fait? On est suffisamment informé, non, on n'est jamais trop informé, parce qu'il y a toujours des moyens et des techniques qui changent. Mais après, comment dire, pour... Les points les plus importants, peut-être les mettre en gras, mettons, sur le devant de l'étiquette, pour faire un tape à l'œil, quoi. Donc vous achetez votre viande chez le boucher, en fait, ou en grande surface? En grande surface, mais rayon boucherie, quoi. D'accord, jamais de steak haché, de viande transformée? Steak haché, on va dire que si, mais ça va être du haut de gamme, quoi. Ça va pas être du premier prix pour la simple et bonne raison, c'est que c'est du burger et le burger, j'aime pas. Et donc là, vous êtes sûr de ce que vous mangez? Vous êtes confiant donc?
On est plus confiant, disons, mais sûr à 100%, on n'est jamais. D'accord, merci, bonne visite. Voilà, Pierre-Henri, c'est à vous. C'est intéressant ce que disaient nos amis dans le salon, parce que ça rejoint les préoccupations qui sont les vôtres en matière d'étiquetage. Il faut mettre beaucoup de choses, il faut que ça reste lisible et clair pour le consommateur, monsieur Laurenceau. Hein. Il y a peut-être un point qu'il faut ajouter quand même, parce qu'on n'en a pas encore parlé et c'est quand même assez fondamental. Aujourd'hui, la malbouffe, c'est la bouffe des pauvres. Hein. Et la difficulté, on n'a pas dit, pourquoi les industriels ne veulent pas indiquer l'origine de la viande dans les plats préparés? Tout simplement parce qu'ils veulent pouvoir en changer, de la même manière qu'ils veulent pouvoir changer d'huile végétale dans d'autres plats. Pour pouvoir gagner sur les marchés quelques centimes qui, multipliés par quelques millions de tonnes, vont faire beaucoup d'argent. Et donc, aller vers une plus grande transparence, nous sommes tout à fait pour, mais c'est vrai qu'à un moment ou un autre, ça aura une répercussion, un impact sur le prix de l'alimentation. Donc il y a deux choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, on trouve normal d'acheter un smartphone à 600 € et on trouve pas normal de payer des lasagnes à 4,50 €. Donc là, il y a un vrai problème, je vous le concède. Mais il y a aussi un vrai problème de pouvoir d'achat et il y a des gens qui, pour le moment, ne peuvent pas aller ailleurs que dans la nourriture ultra-industrielle. Alors, on va revenir sur le dossier qu'a ouvert François Patria tout à l'heure, les négociations transatlantiques en ce moment et qui semblent énormément préoccuper, entre autres, les éleveurs. Dominique Langlois, est-ce que vous partagez ces préoccupations d'une arrivée peut-être massive de produits nord-américains, d'élevage en particulier sur le sol français? Oui, je pense que M. Patria a bien introduit le sujet. Et on est en continuité de la démarche que nous avons. La signature Viande de France, c'est également pour se préparer à ce risque qui est majeur. Nous avons eu une négociation avec le Canada, 65 000 tonnes de viande bovine. Nous savons qu'il y a en cours de discussion des négociations avec les États-Unis. Le Mercosur suivra. Il faut rappeler, quand on parle d'information du consommateur, de sécurité, vous disiez tout à l'heure, nous sommes dans un monde idyllique. Non. Effectivement, nous avons fait cette signature pour répondre à une interrogation sur les produits transformés. Par contre, est-ce que le consommateur aujourd'hui est au courant que demain, il est potentiellement possible qu'il trouve dans ses assiettes de la viande qui vienne d'élevages où ce n'est pas des élevages comme nous connaissons en France et en Europe, mais des feedlots avec plusieurs dizaines de milliers d'animaux, où il n'y a aucune règle de respect du bien-être animal, où les animaux sont hormonés, où il n'y a pas de traçabilité, et pour sécuriser le produit, on le passe à l'eau de Javel. Je crois que là, nous avons un vrai combat et un vrai danger, parce qu'on sait très bien que les coûts de revient, compte tenu de l'absence de règles à tout niveau, fait que ces produits sont ultra compétitifs en Europe et en France, et qu'effectivement, malheureusement, comme vous le disiez, le consommateur qui a peu de pouvoir d'achat, il ira vers ces produits, et là, avec des risques sanitaires réels. François Patria, selon vous, le risque est réel de voir le marché français envahi des produits, j'allais dire presque peu reluisants, que vient de nous décrire M. Langlois? Bien sûr que le risque est là. Je crois que les parlementaires français, toute la filière elle-même, le gouvernement aussi, mais demain les parlementaires européens doivent faire preuve d'une vigilance extrême. Parce que le risque, il est où? Je me souviens d'une enquête qui avait été faite après la vache folle. On avait dit aux gens, est-ce que vous souhaitez une traçabilité? Ils ont répondu à 90% oui. Mais quand ils achètent, est-ce que vous achetez une viande étiquetée tracée ou bien la moins chère? Ils répondaient la moins chère. C'est-à-dire qu'entre l'aspiration, pour les raisons que vous comprenez bien, de pouvoir d'achat et autres, on voit bien. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'être sécurisés, ils le demandent. Tout à l'heure, il y a une inversion. On l'a évoqué, où des gens disent maintenant, on est allé au plus bas low cost. On ne pourra pas aller. Mais la tendance vers le low cost, il en est de la sécurité alimentaire comme de toutes les sécurités. C'est vrai dans tous les modes de transport, c'est vrai ailleurs. Et là, le low cost, c'est-à-dire le refus de dire tout cela a un prix, la viande, on sait combien le métier d'éleveur est un métier risqué. On sait aujourd'hui les filières telles qu'il faut les mettre en place, combien il faut des investissements. Donc tout cela a un coût et il faut faire comprendre aux Français qu'ils ont raison d'être exigeants, ils ont raison d'être méfiants, mais que dans le même temps, ils doivent comprendre que la qualité, la sécurité, ça a quand même un coût en deçà duquel il ne faut pas aller. Alors, il y a un vrai risque, c'est vrai. Quand on élève en Argentine des troupeaux de 30 000 bovins dans les conditions, je ne dis pas qu'elles ne sont pas sanitaires, mais pas suivies, où il n'y a pas de traçabilité, où tous les traitements sont permis, où on se permet, nous avons besoin de libre-échange. On est content de vendre nos vins, on est content de vendre nos fromages. Faut-il encore
pouvoir en acheter. Nous ne sommes pas opposés à importer des produits alimentaires. Ce que nous voulons, c'est que ces produits importés apportent les mêmes garanties que celles que nous imposons à nous. Virginie Rosière, ça fera partie de votre combat si vous êtes au Parlement européen de quelques semaines? Oui, bien sûr. Comme le disait M. Patria, là-dessus, la vigilance doit être très grande. Il y va effectivement de la sécurité alimentaire des citoyens européens, mais aussi de permettre au modèle de l'élevage français et européen d'avoir une viabilité économique, de maintenir cette activité économique qui est essentielle pour les territoires. Si demain on fait entrer massivement sur le marché européen des produits qui sont produits dans des conditions de rentabilité, mais donc des conditions aussi sanitaires qui sont totalement différentes, on met vraiment gravement en péril la viabilité de la filière en Europe. Et on le voit, on a des professionnels qui font un travail de qualité. Mais est-ce que vous pensez que l'Europe a qui promeuvent eux-mêmes la qualité, et puis aussi des conditions sociales pour les personnes qui travaillent dans ces filières qui sont aujourd'hui ce qu'elles sont et ce qu'il faut préserver. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Europe a le poids politique suffisant pour contrôler et mieux contrôler ce type d'accord qui pourrait véritablement bouleverser l'équilibre déjà fragile de l'élevage français, par exemple? Alors, le poids politique de l'Europe est aujourd'hui, on le dit souvent, l'Europe est un géant économique et un nain politique. C'est d'ailleurs une des positions que la liste que je conduis va porter, qui est de renforcer vraiment le poids politique de l'Europe. Et là-dessus, le Parlement est l'instance réellement politique. On a vu que son pouvoir s'est trouvé renforcé ces dernières années, et le Parlement peut aujourd'hui peser, infléchir les décisions qui sont proposées par la Commission. C'est perfectible, mais c'est ce à quoi nous devons travailler, et ça passe aussi par une mobilisation des représentants qui seront au Parlement sur ces sujets-là. Dominique Langlois, ces négociations sont en cours. Est-ce qu'on a une idée du calendrier? Quelles sont les échéances à venir pour notre information? Le calendrier, on ne le connaît pas, et on peut quand même s'interroger sur le fait que les parlementaires français n'aient même pas connaissance de la feuille de route de négociation de la Commission. C'est quand même une aberration totale. Ça veut dire vous nous confirmez, François Patria? Le négociateur européen n'a pas. Deuxièmement, quand même dire aussi qu'il appartiendra à l'ensemble des parlements des pays membres de l'Union européenne d'approuver ces accords. Donc nous avons deux axes d'attaque. Le premier vis-à-vis, effectivement, les élections européennes vont nous permettre de le faire, auprès des parlementaires nationaux, et puis aussi interpeller le consommateur pour lui dire voilà le risque que nous avons devant nous. Et pour terminer, on peut s'interroger sur la frilosité actuelle de la Commission européenne à ne pas vouloir généraliser l'étiquetage pour finalement, d'une façon déguisée, permettre l'entrée de viandes qui auront été négociées avec les USA et le Mercosur. Donc François Patria, vous nous confirmez que vous n'êtes pas informé aujourd'hui de la teneur et des détails des négociations en cours? Monsieur Langlois a raison, c'est pas tant aux parlementaires français que s'adresse, surtout aux parlementaires aussi européens, bien entendu, qui ne sont pas informés. Mais c'est vrai. En tout cas, vous vous préparez à défendre ce dossier au Sénat lorsqu'il arrive. Bien entendu, on va avoir une loi sur l'agriculture qui arrive le 6 avril au Sénat. Ce sujet va être abordé, et croyez-moi, dans ce domaine, toute la filière et je crois que les parlementaires issus des territoires ruraux qui connaissent aussi bien les problèmes de consommation, d'alimentation, d'élevage vont être très vigilants sur ce sujet. Allez, toujours beaucoup de monde évidemment dans les allées du Salon de l'Agriculture, beaucoup de politique également. Michaël Zamès est en compagnie d'Emmanuelle Cos, la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle est accompagnée par Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat. Michaël, c'est à vous. Europe Écologie qui est bien représentée ici au Salon de l'Agriculture, Jean-Vincent Placé, Emmanuelle Cos. Visite, vous venez de discuter un petit peu avec les jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces discussions ? Écoutez, c'est une discussion extrêmement intéressante, comme nous avons d'ailleurs avec l'ensemble des professionnels de l'agriculture. Nous faisons l'ensemble des éleveurs, des agriculteurs, des producteurs. Et il me semble extrêmement important d'avoir cette discussion entre les écologistes et les agriculteurs. Longtemps, on a pu faire croire qu'il y avait des oppositions, il y a des discussions, parfois des confrontations, mais surtout des vrais partages d'expériences et puis une volonté commune de produire, de nourrir, de protéger l'environnement.
Et je crois que d'ailleurs ce que dit le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sur l'agroécologie, cette synthèse et de la production et de l'environnement et du social et du sanitaire, c'est extrêmement important et nous arrivons aujourd'hui, sans qu'il y ait réconciliation, parce qu'on n'est pas fâché, à une vraie capacité de discussion sur des thèmes d'intérêt général avec les agriculteurs. Justement, par exemple, si on prend juste l'exemple des OGM, le gouvernement est contre. L'Europe, elle, est plutôt pour, mais on en parle beaucoup ici au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous avez eu des réponses positives que vous attendiez, par exemple? Écoutez, je rencontre aussi beaucoup de paysans qui sont contre les OGM, donc n'oubliez pas les principaux intéressés. La question aujourd'hui, c'est de montrer que la transition écologique, elle passe aussi par une autre agriculture. Et de ce côté-là, on a beaucoup de gens ici qui nous soutiennent et qui aimeraient d'ailleurs être plus soutenus par les pouvoirs publics dans leur aide à avoir une autre pratique de l'agriculture, une autre pratique de l'élevage, d'être aidés dans la pratique du bio et aussi dans la question du revenu. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment les paysans, les agriculteurs, les éleveurs vont avoir des revenus corrects pour continuer leur métier et répondre aux besoins qu'il y a en France, qui est de manger correctement. C'est une question essentielle. Et nous, évidemment, en tant qu'écologistes, au Sénat, à l'Assemblée, nous faisons des propositions sur ce sujet. Et c'est dans ce sens-là qu'on a été très engagés sur la loi sur l'avenir agricole. La question est beaucoup revenue aussi au Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'on fait des écologistes au gouvernement? On sait qu'en début de semaine, c'est un petit peu tangué. Emmanuel Cos, Jean-Vincent Placé, le gouvernement a dit on va les garder, donc plutôt satisfait. Ça tangue toujours un petit peu quand même. Vous savez, il n'y a que les médias qui se lèvent le matin et qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fait au gouvernement. Les politiques aussi. Non, Jean-Marc Ayrault, il sait qu'il peut compter sur nous. Il sait qu'il a une ministre qui a fait passer la semaine dernière une des lois les plus progressistes de la Ve République sur la question du logement. Donc moi, j'attends surtout qu'il y ait 36 ministres qui aient le même niveau de loi dans leur production. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes très clairs dans la volonté de réussir avec ce gouvernement. Sortir de l'ambiguïté, a dit quand même en fin de semaine Jean-Marc Ayrault, ça veut dire que vous l'avez compris comment, vous? Rien de particulier, on n'a pas eu besoin de sortir de l'ambiguïté parce qu'on n'y était pas rentré. Très bien, bonne visite au Salon de l'Agriculture, merci d'avoir répondu à nos questions. Pierre-Henri, c'est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était donc Emmanuel Cos et Jean-Vincent Placé dans les allées du Salon de l'Agriculture. On parlait de ces accords transatlantiques en cours de négociation qui vont arriver au Parlement français. On aura largement l'occasion de reparler de tout ça. Laurenceau, est-ce que l'opinion publique est à même de se mobiliser sur un dossier de ce type, sur un dossier alimentaire où peut-être on va voir arriver sur le marché français quantité de produits nouveaux inconnus pour la plupart? On part de très loin là. Je pense qu'un des soucis, c'est que c'est l'image de l'Europe aujourd'hui et cette tendance à l'Europe bashing et à laquelle il faut qu'on fasse tous attention parce qu'au bout d'un moment, à force de dire, et je suis d'accord avec tous les participants ici pour regretter que la Commission n'aille pas assez vite, pas assez loin, pour autant, il ne faut pas finir par faire croire que on ne peut rien tirer de l'Europe. Là, il va y avoir des élections justement dans quelques semaines. On voit qu'il y a de vrais enjeux et c'est plutôt autour de ça, c'est plutôt dans le projet européen, dans la conviction. Aujourd'hui, on a une agriculture française forte grâce à l'Europe et on peut continuer à l'avoir. Et quand on aura cette conviction européenne vraiment ancrée, ce qui pour le moment elle est déstabilisée, ça sera plus facile d'expliquer ce genre de débat. Effectivement, il y a des vrais choix de société qui sont très intéressants, y compris des choix techniques, vétérinaires sur faut-il nettoyer les viandes ou pas. Mais je pense que ce qui pêche en ce moment, c'est la perte de confiance en l'Europe. Et il faut recommencer par ça. Virginie Rosière, il y a du travail là. Oui, il y a du travail, pour vous en particulier. Mais en même temps, on voit que si on veut que l'Europe avance et aille dans un sens favorable à notre agriculture et à nos agriculteurs, il faut que les élus européens soient mobilisés, soient présents, portent des positions fortes pour faire entendre justement les attentes à la fois des consommateurs et des professionnels. Et pour ça, pour aussi donner du poids à ces représentants, il faut que les électeurs envoie au Parlement des représentants qui seront totalement mobilisés, ce qui sera bien sûr mon cas et puis le cas des autres personnes sur la liste. Je pense en particulier à Eric Andrieux avec qui je travaille, qui est déjà député européen et qui siège aujourd'hui à la Commission Agriculture et très vigilant et très investi sur ces sujets-là. Alors vous savez, au Salon de l'Agriculture, on vient pour voir les animaux. Il y en a plus de 4000, des dizaines de races différentes d'animaux. On vient également pour manger, bien manger. Et Caroline Deschamps est en compagnie d'un chef cuisinier. Sa spécialité, c'est la truffe. Et ça va vous intéresser. Regardez.
Oui, Pierre-Henri, je suis avec Michel Chabran, chef restaurateur dans la Drôme, à Valence et dans les environs. Bonjour Michel, alors qu'est-ce que vous travaillez comme produit? Bonjour, mais je travaille d'abord les produits de saison, c'est important, c'est banal, tout le monde raconte ça, mais en cette période, elle est truffe. Et c'est, bon, bien sûr, c'est la fin de la truffe, parce qu'il y a encore un mois où ça va être bien. Et la truffe, ben voilà, la Drôme aujourd'hui, on a voulu faire un petit truc d'excellence. Et la truffe, c'est quand même le produit par excellence de notre région. Et vous la travaillez comment alors, la truffe? Alors la truffe, il faut la travailler le plus simplement du monde. Comme tous les beaux produits, ils se suffisent quasiment à eux-mêmes. Et la truffe, dans un premier temps, on mange de la truffe crue. La truffe, on ne la cuit pas. Ça, c'est clair, net et précis. On fait son huile de truffe. On n'achète jamais de l'huile de truffe toute prête comme ça. Non, ça ne se fait pas. Fumée comme ça, non, surtout pas. Donc. Surtout pas. Je fais la guerre là-dessus parce que c'est que des produits chimiques, c'est que des produits à bannir. Donc, si vous achetez des truffes fraîches, vous prenez chez vous, allez, je peux vous le dire, un bocal, quelques truffes là-dedans, une huile la plus simple possible, c'est-à-dire une huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol la plus neutre possible. Donc ça, pas d'huile d'olive? Surtout pas. L'huile d'olive, c'est très bon, mais on la met après. Mais pour faire votre huile de truffe, c'est avec des huiles les plus simples possibles, celles qui ont le moins de teneur, de personnalité. Là, vous laissez votre truffe 3 jours là-dedans, vous avez une bonne huile de truffe, vous la consommez tout de suite. Si vous voulez la garder, il faut la congeler, parce que sinon il y a une prise de fermentation. Et la truffe, pour répondre à votre question, je la travaille comment? Je la travaille avec des produits simples. Avec du pain. Par exemple. Avec du pain. Là, on a fait un croque-monsieur avec du pain, une tranche de jambon. Il faut que le jambon soit bon, il faut que le pain soit bon. Avec des pommes de terre, on ne peut pas faire plus simple. Une pomme de terre écrasée, des petites pommes de terre rates comme ça avec des truffes. Et alors, la particularité, c'est que les pommes de terre, il faut les faire tiédir, on les sert tièdes, et c'est la chaleur de la pomme de terre qui va donner à la truffe crue toutes ses qualités, toute sa saveur. Et c'est là où ça va exhaler en fait sa saveur? Complètement, parce qu'on réchauffe, on amène un petit peu de chaleur doucement dans la truffe, et là les parfums ils viennent naturellement. Donc la truffe, ça se mange crue, sur des produits chauds, un point, c'est tout. La pomme de terre, le croque-monsieur, à l'intérieur, j'ai tapissé un petit peu avec un bon jambon ibérique cuit, une crème de mascarpone avec des truffes. Et là, vous mettez ce croque-monsieur au four, ensuite vous le tapissez et la chaleur du pain va vous amener la chaleur nécessaire pour que les parfums de la truffe se développent au maximum. Miam, et donc ce soir, je peux me permettre? Allez-y, exceptionnellement. Exceptionnellement. Et donc ce soir, on pourra déguster ça, vous préparez un repas ici? On prépare un repas pour 400 personnes, des petites dégustations avec des vins qui accompagnent. Vous savez que la pomme de terre et la truffe, ça va très très bien avec les vins blancs de chez nous, avec des Hermitage, avec des Saint-Joseph, avec des Crozes. C'est des produits d'exception. Et ce soir, vous aurez la possibilité de le goûter à partir de 19h. Voilà, là, j'ai de la chance. Merci Michel Chabran. Voilà Pierre-Henri et bon appétit. Caroline, oui, vous avez de la chance. Il nous reste 3 minutes pour conclure cette émission. Alors, il y a quand même des choses qui agacent, en particulier Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui s'est agacé par exemple de voir réautoriser les farines animales pour les poissons d'élevage, les OGM, on en parlait à l'instant, qui pourraient peut-être revenir sur le sol français. On évoquait ces négociations transatlantiques en cours. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui rassurer véritablement le consommateur que nous sommes tous sur tous ces sujets et qui touchent la sécurité alimentaire, François Patria? Heureusement, il y a par exemple vos très jolis éleveurs de Bourgogne qui peuvent rassurer le consommateur. Oui, d'abord, des événements comme ceux-là sont de nature à redonner confiance. Ce n'est pas seulement une vitrine, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de confiance. Tout à l'heure, on a eu raison de dire que l'affaire de la viande du cheval, ça n'est pas un risque sanitaire, c'est de la tromperie. Donc, ça demande des moyens législatifs, ça demande des moyens réglementaires, ça demande des moyens humains, ça demande de l'autodiscipline et ça demande un regard. Et moi, je suis heureux quand je vois les consommateurs s'impliquer dans toutes les négociations, participer à tout ce qui peut faire avancer le dossier. Et surtout, j'entendais bien que les éleveurs bio, depuis 25 ans, ont donné l'exemple de ce que peuvent être des circuits de proximité sécurisés. Espérons de la fermeté de la part des politiques dans les accords européens et on aura avancé. Thomas Laurenceau, l'action des consommateurs, il sera important dans les années à venir. Voilà. Primordial.
je ne crois pas beaucoup quand on me dit il faut restaurer la confiance. Ça ne s'impose pas comme ça, la confiance. Hein, ça va se reconstruire. Ouais. Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment, c'est bien ça. C'est la prise de conscience du consommateur que lui-même est en partie responsable des problèmes de l'alimentation. Et Dominique Langlois, vous, c'est votre logo. Alors, vous allez faire le maximum pour l'imposer auprès des consommateurs pour qu'ils comprennent mieux encore cette filière que vous représentez. L'imposer, non. Le valoriser. Je crois que nous avons en France des filières de production animale de qualité exceptionnelle. Pour être exportateur, nous avons dans le monde entier une reconnaissance de cette qualité, que ce soit les races, une diversité, le charolais, le limousin, et nous en avons plusieurs dizaines. Surtout aussi au niveau sanitaire, même si la Cour des comptes, on l'a dit, a publié un rapport qui est très contestable. Voilà, nous avons des filières qui sont au niveau sanitaire les plus sécurisées en France par rapport au reste de l'Europe et dans le monde. Et je crois que le consommateur, et moi je salue aussi les consommateurs, c'est de leur faire savoir que nous sommes au top au niveau de la qualité. Eh bien, Dominique Langlois, permettez-moi de vous dire que vous défendez bien votre beefsteak. Bravo. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être passés sur le studio de Public Sénat. Prochain rendez-vous avec le Salon de l'Agriculture, c'est demain matin à partir de 10h30. On évoquera un sacré sujet, un autre sujet, la politique agricole commune, la PAC. Ici même, nous serons en direct. Merci de votre fidélité à tous. À demain.